Donc, comment maximiser son entraînement pour avoir plus d'énergie? Donc, c'est bien beau, oui, s'entraîner, c'est important pour la santé, bouger, c'est important de sa santé, mais comment faire pour avoir plus d'énergie via ça, avoir des meilleurs résultats? Euh, c'est ce qu'on parle ce soir. Donc, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? J'espère que oui. Puis je suis curieux dans les commentaires, qui ici s'entraîne? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que vous vous entraînez physiquement? Allez-vous au gym? Ou plutôt que me dire oui ou non, là, qu'est-ce que vous faites comme activité physique? Vous pouvez m'écrire ça, vous pouvez m'écrire entraînement, gym, peut-être que c'est du vélo, peut-être que c'est de la course, peut-être que vous faites de la rando, du paddleboard. Je sais que c'est l'été, il y a plus d'activités possibles. Donc, c'est qu'est-ce que vous faites? Comment vous bougez dans la vie en général? Donc, je suis curieux d'avoir votre réponse. Perso, ben oui, je suis un adepte d'entraînement à la base, mais j'aime beaucoup aussi la rando. Donc, l'été, j'en profite pour faire le plus de rando possible. Sinon, je fais toutes sortes de petits sports par-ci par-là sans être dans la performance aucunement dans aucun de ceux-là, avec toute modestie. Caroline qui nous dit le CrossFit 3-4 fois semaine. Oh yeah, puis réhab d'épaule, piscine, vélo, marche. Mais c'est sûr que l'été, la piscine, c'est le fun. All right. Donc, d'un, avant de commencer, je fais une distinction entre mouvement et entraînement. Juste qu'on ait un peu les mêmes bases et qu'on s'en ait dans la même discussion, tout le monde ensemble. Vous m'avez déjà entendu parler probablement de mouvement joyeux, d'entraînement, tout ça. Ce soir, on veut vraiment plus parler d'entraînement. Mais là, il y a une distinction à faire, puis quand même, pour avoir de l'énergie, c'est important de la comprendre, puis c'est important d'intégrer euh, un et l'autre. Donc, dans ce que j'appelle l'entraînement intégratif, c'est que ça intègre les concepts de système nerveux et d'entraînement sous type de mouvement et d'entraînement sous forme plus haute intensité. Donc, le mouvement s'en prend à tous les jours. On est des êtres humains, on est fait pour être en mouvement, on n'est pas fait pour être statique. Que ce soit assis ou que ce soit debout, là, on n'est pas fait pour être statique. On devrait avoir un minimum de mouvement à chaque jour. Donc, que ce soit sous forme de pas que vous calculez avec des podomètres ou avec des bébelles comme moi, ma bague qui calcule ça, ou avec votre cellulaire, que ce soit sous forme de marche, que ce soit sous forme de vélo, de autre, peu importe, on est supposé de bouger sans que ce soit nécessairement intense. Donc, déjà, on devrait inclure le maximum de mouvement possible dans sa journée. OK? Puis il y a toutes sortes de trucs pour y arriver. Puis c'est un des trucs pour générer plus d'énergie, c'est de s'assurer d'avoir plus de mouvement. Le mouvement, c'est c'est la vie, c'est l'énergie. Ça active nos mitochondries, ça nous permet de générer de l'énergie. Donc, on veut s'assurer d'en avoir le plus possible en respectant ses limites et son système nerveux. On va parler un petit peu plus tantôt. Mais comment faire pour ajouter plus de mouvement à sa journée? Ça peut être aussi simple que commencer à se stationner plus loin. Si vous me voyez aller au centre d'achat, à l'épicerie, peu importe, vous allez voir que la plupart du temps, OK, je ne suis pas parfait, c'est pas toujours, mais la plupart du temps, je suis celui qui se parque à l'autre bout du monde. Puis pas parce que j'ai un char qui ne veut pas se faire raffiner, mais juste parce que ça m'oblige à marcher plus. Ça m'oblige à faire plus de pas. Même si c'est juste une petite différence, là, même si au final, ça change 15 secondes dans ma journée, ça m'oblige à faire plus de pas. Je vais m'obliger à prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs. Je vais m'obliger à faire ces petits choix-là qui font une différence. Je vais essayer de me mettre des rappels dans ma journée pour me lever de ma chaise quand je travaille au bureau, puis aller me déplacer, que ce soit aller chercher, remplir ma bouteille d'eau, que ce soit aller aux toilettes, que ce soit juste me lever plus souvent, aller prendre une pause les journées que je travaille à l'ordinateur. J'ai quand même la chance en clinique de pouvoir bouger en masse dans ma séance. Mais lorsque je fais plus des journées d'ordi ou de consulte à distance, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que je me mette des trucs, sinon je suis beaucoup trop stationnaire. Donc, il y a un principe de quantité de mouvement, mais aussi de quantité d'inaction d'affilée, disons, de temps d'inaction d'affilée. Donc, s'assurer de ne pas passer des heures et des heures en inaction, puis de juste tout concentrer son mouvement à un moment de la journée, ça fait une grosse différence sur les niveaux d'énergie. Donc, quelqu'un là, qui se lève, qui s'en va à sa job, qui s'assit, puis qui ressort de là pour aller faire une heure de gym après, puis après ça, aller s'asseoir dans son salon pour écouter la TV. Tu as une heure de mouvement, peut-être au gym, là, puis après ça, dans la journée, tu as été sédentaire, tu n'as pas pris de pause, tu n'es pas parké loin, tu n'as pas rien fait. Donc,
ce mouvement concentré-là, oui, c'est mieux que rien, là, mais ce serait beaucoup plus bénéfique s'il y avait plusieurs pauses dans la journée, même si c'est juste 30 secondes, là, pour bouger un peu, pour faire circuler le sang, apporter des nutriments au cerveau. Puis vous savez quoi? La grosseur des quadriceps, là, c'est associé avec la grosseur de la matière grise au niveau du cerveau. Utilisez vos quadriceps, vos jambons, vos cuisses, marchez. Ça va faire en sorte que le cerveau va être plus concentré, va avoir plus d'énergie, va avoir plus de ressources. Mais ça, c'est important de ne pas juste y aller en fonction de quantité dans la journée. Fait qu'il y a une grosse différence entre hey, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui en un bloc, je suis allé marcher 2 heures, ou hey, j'ai fait 10 000 pas dans ma journée avec plein de petites pauses, de micro-mouvements ou de tout ça. Donc, essayez d'en ajouter le plus possible à travers la journée. Puis oui, de viser un nombre de mouvements total. Ce que j'aime le plus personnellement, c'est avec des pas, c'est facile à quantifier, c'est le fun. Vous devrez viser un minimum de 7 000, mais plus que vous en faites, le mieux que c'est. Si vous en faites 14 000, là, tant mieux. OK? Donc, ça, c'est ce qui est mouvement. Mouvement ne va pas venir taxer votre système nerveux central. Ça, c'est ce qui est bien. C'est très difficile de trop en faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est intense, quelque chose que tout le monde peut faire. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Versus de l'entraînement qui peut être difficile sur le système nerveux central puis qui peut, en fait, voler de l'énergie, qui peut empêcher de perdre du poids. Puis c'est là que c'est important de doser, puis on va en parler un peu plus tantôt, les bons paramètres d'entraînement pour réussir à avoir de l'énergie selon. Mais il faut comprendre que le mouvement, lui, peu importe, il devrait être fait à tous les jours. On devrait en avoir une bonne quantité à tous les jours le plus possible dans notre bouge bien. On Alors que parle d'énergie l'entraînement. aujourd'hui. On parle d'énergie aujourd'hui, justement, puis on a tendance à dire, justement, je veux de l'énergie. Puis il y a de l'énergie physique, il y a aussi de l'énergie mentale. Puis à la fin d'une journée de travail, je parle d'un travail qui est à l'ordinateur, un gestionnaire à l'ordi, on gère une équipe, on a des petits conflits, des petites tensions. Fait il y a beaucoup de stress émotionnel, de stress de performance, de gestion des conflits, tout ça qui se passe au travail. Fait qu'on est épuisé parfois mentalement, puis on n'a pas le goût d'aller bouger, mais physiquement, notre corps, ça y tente, puis ça va nous faire du bien mentalement. Puis on se dit que, si je veux faire attention à mon cerveau, je vais lire, je vais faire des sudoku, je vais faire des mots croisés, des choses comme ça. Puis justement, on a tendance à y aller avec une approche très en silo, de se dire que on sépare tous les systèmes du corps. Mais ceux qui nous connaissent, on a une approche très globale, puis tout est connecté dans le corps, le métabolisme, les différents systèmes. Puis une des choses les plus bénéfiques pour le cerveau, c'est l'activité physique. Parce qu'il faut coordonner beaucoup de mouvements. Ceux qui ont déjà commencé à aller au gym, s'entraîner, qui ne s'étaient jamais entraînés auparavant ou que ça faisait longtemps, qu'on est craintif, on prend un entraîneur, puis qu'on apprend des mouvements. C'est compliqué, on sort de là épuisé, on n'a pas forcé de tant que ça, mais juste apprendre les techniques, se concentrer sur les techniques, c'est très demandant de coordonner. OK, une épaule plus haute, baisse ton épaule, organise-toi comme ça. On en a déjà plein la tête. C'est très demandant au niveau cerveau. Puis si on veut le stimuler, ce cerveau-là, l'activité physique est une chose de choix quand elle est mise en bonne quantité dans les différents paramètres qu'on va regarder aujourd'hui. Mais si tu veux de l'énergie physique, mentale, l'activité physique n'est pas juste bonne pour le côté physique. Ton mental va vraiment s'en ressentir, ça va y faire du bien, même si tu es fatigué à la fin d'une journée de travail, fatigué mentalement, ça vaut la peine d'aller bouger. Puis même dans la journée, de prendre des pauses, comme Alexandre parlait, ça va être vraiment bénéfique aussi pour le futur. C'est une des choses qu'on va aussi une coche plus loin dans l'aspect cerveau, connexion cerveau et le mouvement. On regarde dans un aspect de posturologie, des connexions qu'il y a au niveau de la posture quand on a des douleurs et tout, au niveau de nos yeux, au niveau de l'impact de la mâchoire sur la posture. Puis on n'est pas tant dans le mouvement encore, mais c'est les prémices au mouvement. Quand on a un système nerveux qui est déséquilibré, quand on a beaucoup de fatigue, on a beaucoup d'inflammation et tout ça, on va voir justement de la fatigue
oculaire, par exemple, au niveau du travail, et que ça a un impact au niveau de la posture. On est moins efficace, on a une épaule plus haute que l'autre, puis on se fait masser l'épaule, elle descend, puis oups, ça revient. On a toujours cette tendance-là au niveau de notre système nerveux. Si on peut l'adresser plus directement dans l'aspect de posturologie, ça va être encore plus bénéfique parce que ça va ce déséquilibre-là de posture, le tonus de base qu'on a, va s'imbriquer dans le mouvement. Puis si on ne règle pas ces déséquilibres-là en premier, ça va se maintenir au fil du temps. Fait que, juste pour vous montrer un petit peu la relation avec la fatigue qui est présente au niveau mental, au niveau physique, puis que ce n'est pas complètement séparé. Puis des fois, ça ne nous tente pas justement d'aller bouger. Mais si tu commences à bouger un peu, tu vas voir les bénéfices, tu vas sentir ton cerveau s'allumer. Puis il y a des moments clés justement à quels on peut intégrer l'activité physique pour que ce soit plus bénéfique dans ton rythme circadien, dans ton contexte de vie aussi. Là, on comprend qu'il faut que ça fasse du sens de ce côté-là et ne pas dire oui, oui, je vais me lever à 4 heures du matin puis finalement avoir un impact négatif sur ton sommeil. Tu gagnes sur le cours positif au niveau de l'énergie pour t'être entraîné, mais tu as un négatif sur j'ai moins de sommeil, puis moins de sommeil de qualité, puis je me suis levé trop tôt, il me manque d'heures de sommeil. Tu as un négatif de ce côté-là. Alors, il y a des choix à faire, à prioriser, puis déterminer selon ta situation quel est le mieux. Fait que petite parenthèse justement pour faire le bilan aussi sur les autres habitudes de vie, puis pas juste penser sur l'entraînement, il faut que je m'entraîne. Oui, il faut bouger, mais il faut penser aux autres paramètres autour de l'entraînement. Ça s'appelle la vie. Puis dans le côté entraînement, il y a une distinction à faire entre, Alex a fait la distinction entre mouvement puis entraînement. Puis même là, on a la distinction à faire entre exercice et entraînement. Tu peux bouger plus intensément, tu peux avoir chaud, être épuisé, mais tu fais un peu n'importe quoi, tu n'as pas de plan de match, tu n'as pas rien de précis, tu fais juste bouger puis c'est difficile. Est-ce que ça peut être bénéfique? Oui, ça peut être bénéfique, mais tu fais de l'exercice. Tu bouges à une plus grande intensité que d'aller marcher doucement dehors. L'entraînement, c'est le côté bénéfique de l'entraînement, c'est qu'il y a un objectif précis et ce que tu vas faire comme exercice, ça peut être du jogging dans les deux. Quelqu'un peut aller jogger, puis je vais aller jogger avec cette personne-là, puis on fait le même entraînement, mais la personne, par exemple, Alex vient avec moi, on fait le même jogging. Alex s'en vient parce que je veux bouger. Puis moi, j'ai une planification d'entraînement pour me rendre à courir un 10 km, un 5 km, peu importe. Fait que si je veux, mettons, courir un 10 km, j'ai planifié mon entraînement, je veux courir à telle vitesse et tout. Je suis en train de maximiser ma VAM. Je suis en train de travailler mon VO2 max. Je suis en train de travailler quelque chose de précis au niveau de mon entraînement. J'ai géré des paramètres et ça se transforme en entraînement. Fait qu'il y a une distinction à faire où tu peux bouger dans peu importe les deux, mais il y en a un qui a un but précis derrière ça, puis l'autre, c'est bouger de façon générale, puis ça peut être bénéfique dans tous les cas. Autant l'entraînement que l'exercice, ça peut être bénéfique, comme ça peut être négatif, tout dépendant dans quel contexte ça a été mis, puis si tu n'écoutes pas ton corps à travers ça, ou ce que tu dis, c'est ça qui était prévu aujourd'hui, je fais ça, même si tu t'es couché à 3 heures du matin, que tu as eu un party la veille, puis quoi que ce soit, puis tu avais ça à faire, puis tu te dis, ben non, il faut que j'y aille, c'est important l'entraînement. Ça peut être très négatif sur ton niveau d'énergie sur le moment, puis à long terme, si tu continues toujours à mettre ce processus-là. Il faut prendre en considération comment ton corps va, comment ton corps réagit. C'est dans ces ajustements-là où tu vas voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton système nerveux. Puis il y a des outils pour faire ça. Il y a des outils. Le plus efficace et le plus simple, si on a l'outil, c'est de prendre la variabilité cardiaque puis d'ajuster en conséquence, de voir vraiment les réactions de ton système nerveux, puis qu'est-ce que ton corps a besoin pour y donner la bonne chose, qui augmente son niveau d'énergie,
plutôt que brimer son énergie puis te rendre encore plus fatigué au fil du temps. Donc, il faut être très mindful, très conscient de comment on met l'entraînement si on vise à optimiser son niveau d'énergie, puis pas juste faire de l'entraînement pour faire de l'entraînement, puis se donner des fois trop. C'est une des erreurs fréquentes de ça. Oui, c'est des super bons points. Puis c'est une bonne distinction que tu fais là entre exercice et entraînement aussi. Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent. Un bon exemple que j'aime donner, c'est par exemple les programmes qu'on peut acheter en ligne, là, un peu de fait, des cours de groupe, style, je ne sais pas, le José Levigueur, ces choses-là. J'adore ce qu'elle fait, là, José Levigueur. C'est excellent. Elle fait bouger une très grande partie de la population. Elle a une très belle mission. Grâce à elle, il y a plein de gens qui sont plus en forme, qui ont moins de blessures, qui sont plus en santé. Mais ce que les gens font là, c'est de l'exercice. Ce n'est pas nécessairement adapté à eux. Ils ont du fun. Il n'y a pas une planification. Il n'y a pas un objectif de performance finale ou peu importe. C'est génial, mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui va aller chercher vraiment des gains spécifiques au-delà d'un certain niveau. Parce que l'exercice, à un moment donné, tu atteins un certain plateau si on veut. Si tu ne changes pas de stimulus, si tu ne changes pas d'intensité, si tu ne changes pas certains paramètres. Puis ce n'est pas adapté à toi. C'est là que ça peut devenir problématique. S'il y a trop de volume, généralement de plus faible intensité, avec beaucoup d'impact, on peut voir des blessures ressortir aussi. Ceci dit, ça peut être extraordinaire. Il faut juste faire attention justement au volume dans ce type, je vais appeler ça ce type d'entraînement-là, même si on a catégorisé ça dans exercice, là. Donc, ces types d'entraînement d'exercice-là, il faut faire attention surtout au volume. Parce que généralement, ce n'est pas nécessairement des entraînements à haute intensité. C'est-à-dire que ce n'est pas si taxant que ça pour le système nerveux. On n'est pas en train, puis l'intensité, on définit ça comme le pourcentage d'une répétition maximale. Fait que, par exemple, là, tu fais un push-up, c'était-tu ton maximum que tu étais capable de faire? Si c'était vraiment ton maximum, c'était impossible d'en faire deux, on appelle ça une répétition maximale. Si tu es capable d'en faire 30 et tu as fait juste un, en réalité, tu es à 1/30 là, de ta répétition maximale. Donc, c'est à très faible intensité. Même si, dans ton workout, tu sors de là complètement vidé parce que ça n'arrêtait pas, il n'y a pas de pause, il y avait 10 000 exercices. Si c'était 10 000 exercices ou que tu n'étais pas à ton max jamais ou proche d'une répétition maximale, ce n'est pas réellement de la haute intensité d'un point de vue neurologique. OK? On va dire, hey, ça, c'est intense, ce workout-là. C'est une façon de parler. C'est le langage populaire qu'on a. Mais disons, dans le jargon de l'entraînement spécifique, ce n'est pas intense. C'est juste dense. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de mouvement, il y a peu de pauses, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est full intense, on est vidé d'énergie, mais ce n'est pas nécessairement intense. Quelque chose d'intense, ça va être dur sur le système nerveux. C'est quand on va travailler, les gens qui vont travailler là, entre 1 et 5 répétitions maximales, généralement, même entre 1 et 3. Là, ça va être très intense sur le système nerveux. Puis c'est le genre de choses qu'on va voir, les gens vont faire ça, vont prendre 5 minutes de pause avant de refaire une autre série. Puis ils sortent de là, puis ils ont quasiment pas sué. Là. Ça n'avait pas l'air. Mais quand ils levaient, ils levaient lourd en tabarouette. Ou ils trouvaient ça vraiment tough. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, de répétition, ils ont l'air moins fatigués. Par contre, ça rentre dedans en tabarouette au niveau du système nerveux. Ça prend beaucoup de temps au système nerveux à récupérer. Puis c'est un des entraînements qui provoque le plus de stress sur le corps aussi. C'est ce qu'on va voir dans les types d'entraînement style powerlifting. Donc, ces entraînements-là sont moins populaires, disons, dans la communauté générale. Là. C'est plus rare que Ginette Gendron ou peu importe qui va se mettre à faire des entraînements proches de ses répétitions maximales. Ce qu'on va voir avec les entraînements de type exercice, c'est beaucoup plus basé sur du volume et de la densité. Donc, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de répétitions avec pas trop de pauses. Ce qui fait que c'est beaucoup plus cardiovasculaire, en fait. Ça va faire bouger beaucoup le sang. On va sentir plus l'acide lactique dans les muscles. Donc, on va avoir la brûlure musculaire, ce qui est le fun. Ça a tendance à nous raquer un peu plus aussi. Ce type d'entraînement-là, en fait, va avoir tendance à faire augmenter la cortisol un peu plus. Donc, l'hormone de stress. Ce qui peut être aussi détrimental si on en fait trop. Ce type d'entraînement-là devrait être, en fait,
tout type d'entraînement, là, qu'on n'est pas dans vraiment du 1RM et tout ça, devrait être minimisé en termes de durée. Donc, si votre training dure 1 heure, c'était probablement trop long en réalité. Ça a créé beaucoup de stress sur le corps, ça a fait augmenter beaucoup la cortisol, puis ça peut être contre-productif au niveau de l'énergie. Rajoutez à ça votre capacité dans votre semaine, donc votre volume en un entraînement, mais votre volume total dans votre semaine. Donc, combien de minutes d'entraînement vous avez fait dans votre semaine, combien de workouts vous avez fait. Ça prend une certaine récupération. Ce n'est pas tout le monde qui récupère à la même vitesse. C'est pas tout le monde. Ça dépend si vous êtes novice à l'entraînement ou ça fait longtemps que vous en faites aussi. Il faut être capable d'adapter le volume total d'entraînement pour bien récupérer. Donc, le surentraînement n'existe pas tant. On entend souvent parler du surentraînement. Là. Hey, il y a eu du surentraînement, c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas tant le surentraînement qu'une sous-récupération. Il faut être capable de récupérer à la hauteur de ce qu'on se dépense. Donc, si on se dépense beaucoup, il faut récupérer beaucoup. C'est un des domaines qu'on ne voit pas, qui est mal adressé, disons, puis qui n'est pas beaucoup mis de l'avant parce que ce n'est pas sexy. C'est beaucoup plus une mentalité de go hard or go home, faisant en masse, go, 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 sinon tu es paresseux. Si tu n'es pas en train de vomir dans la toilette après ton training, c'est parce que tu n'as pas forcé assez. Si tu n'es pas raqué pendant une semaine, c'est parce que tu n'es pas bon. Il faut faire attention à ce type de mentalité-là, parce que c'est souvent une type de mentalité qui fait qu'on n'a pas les résultats qu'on veut à long terme ou qu'on se blesse à répétition. Donc, il faut faire attention avec ça. Cette mentalité-là vient nous rapprocher plus, en fait, de l'exhaustion, de l'épuisement, que de d'autres choses. On veut pouvoir cycler nos entraînements, on veut pouvoir avoir des pauses puis récupérer à la hauteur de notre dépense. Si on regarde des athlètes olympiques, là, oui, ils ont des gros trainings puis ils ont beaucoup d'entraînements par semaine, mais ils ont beaucoup de récupération aussi. Puis c'est leur job à temps plein de faire ça. Quelqu'un qui, tu sais, t'es une mère, tu as une grosse carrière, tu as des enfants à gérer à la maison, tu as un travail exigeant, beaucoup de stress dans la vie, tu as un horaire ultra tight, serré, c'est pas la même capacité de récupération parce que tu n'as pas autant de temps à mettre pour bien récupérer. Puis récupérer, je ne parle pas juste de s'asseoir devant Netflix, là. De la récupération active. Donc, faire du mouvement pour récupérer, faire de la méditation, faire des processus, des bains froids, des bains chauds, des massages, la nutrition, donc manger sa coche, pas inflammatoire pour bien récupérer, donner tous les nutriments, manger suffisamment pour bien récupérer et dormir suffisamment. Quand on regarde des gens comme Michael Phelps, tout ça, qui dormaient beaucoup plus que 8 heures par nuit pour récupérer, puis qui mangeaient 12 000 calories par jour pour récupérer, on est loin de la personne qui essaie de perdre du poids, qui est en hypocalorie, puis qui s'entraîne 7 fois semaine au CrossFit à des entraînements, justement, qui sont très demandés au niveau de la production de cortisol, au niveau très taxant pour le système nerveux. On est très loin de ça. Donc, il faut être conscient de cet aspect-là. C'est un peu comme le yin et le yang. Là. Il y a une dépense, mais il faut qu'il y ait une récupération qui est balancée avec, qui est équilibrée. Puis on peut créer un déséquilibre pendant un bout. C'est correct. Mais il faut revenir chercher l'équilibre à un autre moment donné. On travaille beaucoup avec des clients où on coupe là, l'entraînement pendant un bout pour focusser sur la perte de poids, par exemple. Puis on veut ôter ce stress-là qui est trop grand pour le corps pendant qu'on focus là-dessus parce qu'on veut être hypocalorique. Puis éventuellement, là, on remet l'entraînement plus intense, mais les calories vont augmenter, puis le focus total de leur suivi de leur programme va changer complètement. Donc, l'équilibre n'est pas nécessairement tout le temps en même temps, bien que ça peut être idéal, mais il faut avoir des cycles, sinon pour bien équilibrer ça. Donc, c'est quand la dernière fois dans votre entraînement que vous avez pris une semaine off ou une semaine de deload qu'ils vont appeler, ou ce que vous faisiez juste du petit work facile pour continuer à bouger, au pire dans le gym, mais très, très loin de vos charges, très, très loin du volume habituel. Ou juste carrément une semaine off de faire d'autres choses puis de revenir après. C'est rare qu'on entend parler de ça dans le commun des mortels. Pourtant, dans les gens plus avancés, c'est des concepts assez connus. Donc, ça, c'est une chose à faire attention. Donc, si vous entraînez sur base continuelle, pensez à prendre des pauses des fois. Pensez à prendre une semaine où vous ne vous entraînez pas, puis vous allez marcher, faire de la rando, faire du vélo, faire des choses faciles en dehors du gym pour récupérer, faire vos batteries. Pensez à ne pas tout le temps être en hypocalorie si vous entraînez, puis à booster, à avoir des périodes où vous avez plus de calories pour fournir. Pensez à prioriser votre sommeil pour récupérer.
Donc, arrêtez de se revenger le soir en arrivant, puis en écoutant Netflix parce qu'on a manqué de temps dans la journée, puis en se couchant à 11h30. Si vous voulez vous entraîner fort, ça n'a pas sa place de manquer de sommeil. Puis ça, une façon facile de remarquer, puis au fil du temps, là, sinon, c'est en étant coaché par un bon coach avec l'expérience, il va pouvoir te guider suffisamment. Mais sinon, tu vas le remarquer par toi-même. Tu prends une semaine de vacances ou 2 semaines de vacances, tu t'en vas dans le sud, tu ne t'entraînes pas, tu reviens si tu es au gym, puis que tu vois justement spécifiquement, puis c'est là la beauté de l'entraînement, c'est que tu as un suivi super spécifique sur c'est quoi mes charges. Je levais 50 livres. Cool. Quand tu fais de l'exercice à peu près, que tu ne prends pas en compte les paramètres, je bouge, ben, tu ne sais pas si tu as des gains ou si tu as des. Ou il était plus tough aujourd'hui, ou tu y vas un petit peu sur ton feeling. Ça peut être une bonne chose si c'est ce que tu recherches, juste de ne pas nécessairement avoir un but hyper spécifique au niveau de l'entraînement. Fait que si tu t'entraînes, tu sais que je lève 50 livres d'habitude au squat. Je m'en vais en vacances, puis j'ai de la misère à augmenter mes charges. Je m'en vais en vacances 2 semaines, je reviens de mes vacances, puis ben, coudonc, le 50 livres, il est plus facile, puis je peux mettre 55, puis je suis capable, peut-être 57,5 si on a ces petits changements-là. Ben, qu'est-ce que ça indique? C'est que la récupération, tu en avais besoin davantage. C'est soit tu diminues au niveau tu changes des paramètres d'entraînement pour gérer, dans le fond, la récupération, probablement la sous-récupération que tu as, ou tu maximises ta récupération en prenant en considération l'approche globale, donc les 8 habitudes magiques, puis en pensant justement, ça se peut qu'il me manque de nutriments pour me donner le jus, avoir l'énergie pour récupérer, puis être efficace, puis quand même performer dans mes ambitions au travail, mes activités avec la famille, pouvoir profiter de la vie, être capable de relaxer, puis de faire toutes ces autres choses-là aussi. Avoir assez de sommeil, ne pas s'endormir rapidement, ne pas avoir de réveil, atteindre un sommeil profond, récupérer, toutes ces choses-là que tu peux aller chercher pour maximiser ton niveau d'énergie sans nécessairement diminuer ton entraînement. Fait que, si tu veux maximiser ton énergie par l'entraînement, puis qu'en ce moment, tu vois que ça ne maximise pas ton énergie, c'est les 2 volets sur lesquels tu peux jouer. L'approche en silo, c'est on va gérer juste l'entraînement. Sinon, l'approche globale, c'est on se dit, hey, on peut gérer l'entraînement, on peut gérer aussi tout le reste autour. Puis de voir, ben, c'est où les blocages, le plus grand blocage pour toi, puis c'est quel le premier domino qu'on peut faire tomber, qui va avoir un impact sur le 2e, le 3e, 4e, et beaucoup de systèmes dans ton corps pour avoir le maximum d'impact plutôt que de gérer une petite chose, l'entraînement, puis peut-être que dans ton cas, c'est le 8e sur la liste présentement parce que tu n'as pas la vue d'ensemble de tout le reste qui se passe. Yes. Petite note en passant, pour ceux que ça fait un bout qui nous suivent, vous savez, on a déjà parlé des concepts de type corporel. Et l'entraînement, si vous voulez avoir de l'énergie, si vous aimez, vous avez un type corporel A ou B, donc de type surrénalien ou thyroïdien, l'entraînement devrait être plus court, devrait être moins intense. OK? Donc, vous devriez avoir moins de volume total. Vos séances d'entraînement en une fois ne devraient pas dépasser 20 minutes, 30 minutes, gros max, et ne devraient pas être intenses. Devraient avoir beaucoup de pauses entre les exercices, OK, pour réussir à avoir de l'énergie. C'est 2 types corporels où ce que justement, tout ce qui est type d'entraînement plus intense, où ce qu'il y a trop de volume, pas assez de pause, où ce qu'on sent justement que ça nous vide, que c'est très cardio, ce ne sera pas bénéfique pour avoir des résultats et pour augmenter le niveau d'énergie. Donc, les types corporels A ou B, c'est des types corporels reliés au surrénal, donc reliés au stress chronique, la cortisol qui est trop haute, ou reliés à la thyroïde, donc les hormones thyroïdiennes trop basses, OK? Qui est aussi relié avec le stress chronique en général. Donc, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce concept-là avec nous, on en parle dans d'autres formations qu'on a. Vous avez juste à l'écrire dans les commentaires pour vous envoyer du stock là-dessus. Vous pouvez sinon prendre votre consultation stratégique, puis on regarde ce type corporel-là avec vous dans la consultation stratégique, parce qu'on adapte nos services en fonction du type corporel de nos clients aussi. Donc, juste petite nuance,
Si vous avez déjà fait une déformation avec nous autres, vous avez regardé votre type corporel, ça a une influence.